que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on vous parle de cette nouvelle ruée vers l'or, le métal jaune qui a réalisé l'an dernier sa meilleure performance depuis 50 ans avec 70% de hausse. Une progression exceptionnelle qui se poursuit encore cette année. Alors pourquoi le métal précieux brille-t-il de mille feux? Cette flambée annonce-t-elle pour autant une nouvelle crise mondiale? Réponse dans quelques instants. Cet engouement d'ailleurs se ressent jusque dans les magasins et comptoirs spécialisés avec un afflux de vendeurs mais aussi d'acheteurs. Alors qu'est-ce qui pousse les particuliers à se tourner vers l'or? Reportage dans cette émission. D'ailleurs avec cette envolée historique, la clientèle a un peu changé, plus jeune, plus modeste. Assiste-t-on pour autant à une démocratisation du métal jaune? C'est ce qu'on verra en fin d'émission avec le patron de la maison Godot et Fils, expert du négoce des métaux précieux. Comment expliquer cette ruée vers l'or? Le métal jaune est-il une assurance contre le chaos? Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour David. Merci d'être avec nous, directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest AM. C'est vrai que ça peut paraître étonnant pour le commun des mortels, mais l'or, c'est à la fois une matière première et un actif financier. Oui, la force de l'or, c'est que c'est un actif qui ne s'oxyde pas avec le temps, qui conserve sa valeur, qui conserve sa forme, qui conserve ses propriétés. Et de ce fait, ça fait plusieurs millénaires qu'il est utilisé aussi bien comme un moyen de paiement que comme une valeur refuge, mais aussi, vous le disiez, comme un actif industriel. Alors, il est surtout utilisé beaucoup en bijouterie, Oui. un tout petit peu dans l'industrie, mais il est indispensable, compte tenu de sa bonne connectivité et de ses autres propriétés physiques, pour votre téléphone portable, votre ordinateur, et dans beaucoup d'autres petits usages où on le retrouve en toute petite quantité, mais ces toutes petites quantités permettent de donner à vos objets du quotidien des propriétés que vous leur connaissez et qui les rendent si utiles dans votre vie de tous les jours. Il y a un cours de l'or, il y a un prix de l'or qui résulte, on le sait bien, c'est la confrontation entre l'offre et la demande d'or. Oui. Et donc, il y a plus de gens qui en achètent que ceux qui en vendent. Eh bien, aujourd'hui, oui, on a des contraintes déjà côté production, parce que entre le moment où vous trouvez un nouveau gisement d'or, il y a beaucoup de gens qui investissent pour essayer de trouver des nouvelles exploitations. Entre le moment où vous commencez à chercher et le moment où la mine commence vraiment à produire, il se passe généralement entre 15 et 20 ans. Parce qu'il faut le temps de faire l'exploration pour bien identifier où se trouve l'or, puis ensuite il faut lancer la demande de permis, puis ensuite il faut construire l'exploitation minière. Souvent c'est dans des zones reculées, donc il faut construire des routes, il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité. Donc ça prend une quinzaine d'années. Or ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on n'a pas fait de découverte majeure de nouveaux gisements importants. Donc on travaille avec des mines qui sont exploitées depuis longtemps, et les groupes miniers étant des gens plutôt normalement constitués, quand ils commencent à exploiter une mine, ils commencent à creuser là où la concentration d'or est la plus importante. Et puis petit à petit, ils s'éloignent. Et donc, au début, vous arrivez à maintenir la production en extrayant plus de minerais, en consacrant plus d'énergie pour traiter ces minerais, mais au bout d'un moment, vous arrivez aux limites du gisement, et donc la production baisse irrémédiablement. Le cours de l'or a été multiplié par quasiment 2,5 en 2 ans. On a parlé de l'offre, de la production. Maintenant, la demande. Qui achète des tombereaux d'or? Alors, on a beaucoup d'acheteurs aujourd'hui, et c'est ça qui fait cette nouvelle ruée vers l'or et la hausse des prix. En fait, si on veut comprendre, David, il faut repartir des facteurs fondamentaux qui expliquent le mouvement qu'on connaît depuis maintenant quelques années. Le premier, c'est l'instabilité. On le voit bien, on est rentré dans un monde beaucoup plus instable, politiquement, géopolitiquement, financièrement et économiquement. Un des points de départ du mouvement fort qu'on connaît actuellement, c'est mars 2022. Qu'est-ce qui se passe en mars 2022 ? La Russie envahit l'Ukraine. Ouais. Alors en soi, vous pourriez vous demander ce que ça a comme impact sur l'or, mais l'une des conséquences de cette invasion, c'est que les pays occidentaux décident de geler les avoirs russes à l'étranger. Et dans ces avoirs, il y a notamment tous les avoirs en dollars. Et en fait, ça revient à transformer le dollar en arme. Et beaucoup de personnes qui sont prêteurs d'argent aux États-Unis. Les États-Unis émettent des obligations pour financer leur développement.
tous ces pays se disent, mais en fait, on croyait que le dollar était une valeur sûre, mais finalement, on se rend compte que si les États-Unis veulent, ils peuvent transformer le dollar en arme. Et donc, alors que historiquement, notamment dans les pays asiatiques, on considère qu'il y a deux valeurs refuges, l'or et le dollar, et bien d'un seul coup, on n'est plus sûr que le dollar soit une valeur refuge. Et donc, on va davantage se reporter Mais qui sur l'or. achète de l'or? Donc, on a des investisseurs privés, Ouais. on a aussi les banques centrales qui se font la même réflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait parce qu'il y a un sondage qui est réalisé auprès de ces établissements tous les ans et on leur pose toujours les mêmes questions. Et donc, dans les questions qu'on leur pose, c'est pourquoi vous voulez acheter de l'or? Et les deux premières réponses données à cette question sont nous achetons de l'or parce que l'or ne présente pas de risque de contrepartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'or n'est la dette de personne. L'or ne fera jamais et donc, défaut. il ne peut pas faire faillite. C'est un actif réel, donc il ne peut pas faire faillite. Et donc, ça en dit quand même assez long sur la perception qu'ils ont des autres actifs qu'ils ont dans leur portefeuille, qui sont des actifs financiers, et donc essentiellement la dette d'un certain nombre d'États. Ça montre bien qu'ils ne sont plus tout à fait sûrs que ces États auront la capacité de rembourser. Et puis, la deuxième raison majeure pour laquelle les banques centrales achètent de l'or, Quelle banque centrale? terme, Quelle banque centrale? alors, on va y venir, Ouais. mais cette raison principale, c'est que ils nous disent que les taux d'intérêt vont devoir rester bas très longtemps. Alors, c'est important parce que les banques centrales, ce sont elles, je vous le disais, qui fixent le niveau des taux d'intérêt. Pourquoi elles pensent que les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps? Parce que les États aujourd'hui sont très endettés. Quand vous êtes endetté, comme quand vous êtes un ménage et que vous empruntez de l'argent pour acheter votre maison, par exemple, ou votre appartement, eh bien, vous allez devoir payer des intérêts tous les mois. C'est pareil pour un État. Lorsqu'il s'endette, il va devoir payer des intérêts. Si les taux d'intérêt montent trop alors que vous êtes très endetté, ça devient eh bien, cette insupportable. charge devient insupportable et vous êtes au bord de la faillite. Ça étouffe l'économie. Donc, le seul moyen que les banques centrales des États aient d'aider ces États à ne pas faire faillite, eh bien, c'est de garder ces taux très bas. Ce qui est très intéressant, là, c'est que ce sont les banques centrales, donc les établissements qui fixent ces taux d'intérêt, qui vous disent que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Et donc, le lien on a un entre vrai ça sujet. et l'or, entre des taux d'intérêt qui restent bas et le niveau du cours de l'or? L'or est alors, deux choses. D'abord, les taux doivent rester bas à cause de l'endettement. L'endettement public. L'endettement public, l'endettement des États. Et donc, c'est la crainte de voir les États incapables de rembourser. Et dans ce contexte-là, on en a parlé, l'or est une valeur refuge parce que l'or ne peut pas faire faillite. Et donc, quand vous avez peur que l'État ne soit pas capable de rembourser, vous reportez sur l'or. Et puis, il y a une deuxième raison aussi, David, c'est que l'or est un actif qui, au départ, a un désavantage très fort par rapport aux autres actifs financiers. Il ne verse aucun intérêt. Voilà, quand vous achetez une action, quoi qu'il se passe sur le cours de l'action, généralement, la société qui émet cette action va vous donner tous les ans un dividende, un revenu pour vous remercier et pour vous faire participer à la bonne performance de l'entreprise. Quand vous achetez une obligation, donc quand vous prêtez de l'argent à un État ou à une entreprise, eh bien, on va vous payer des intérêts, ce qu'on appelle un coupon. Quand vous achetez de l'immobilier, si vous louez cet immobilier, vous touchez un loyer. Quand vous achetez de l'or, vous n'avez ni dividende, ni coupon, ni loyer. Donc, vous partez avec un gros désavantage. Sauf que si le taux d'intérêt baisse sur les actifs les moins risqués, eh bien, en gros, ce qu'on constate, c'est que ce taux d'intérêt, il fixe le rendement de toutes les autres classes d'actifs. Donc, le rendement des actions, des obligations et de l'immobilier. Et donc, ce désavantage de l'or, eh bien, il disparaît. Et donc, l'or retrouve l'intérêt des porteurs. Donc, l'or monte parce que les gens sont inquiets, sont anxieux. C'est ça la toile de fond? L'or, oui, quelque part, pour deux raisons. Ils sont anxieux sur un plan politique et géopolitique. On voit bien que le monde est beaucoup plus peur des tensions géopolitiques, peur des guerres. Voilà. Et puis, sur le plan financier, parce que les États du monde, les grandes économies du monde sont aujourd'hui très endettées et qu'on commence à se poser la question de savoir si elles vont pouvoir rembourser l'ensemble de la dette qu'elles ont. Le cours de l'or qui a pris d'ailleurs 70% depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On va dire qu'il y a un lien de cause à effet quand même, hein, a priori. Il a grandement participé à l'instabilité politique d'abord, hein, en remettant en cause beaucoup de grandes organisations internationales, en adoptant une politique commerciale très agressive et la mise en place de barrières douanières qui ont handicapé le commerce mondial. Donc, quand vous êtes très endetté et que vous ne pouvez pas compter sur un développement du commerce pour régler vos dettes, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il a la vocation, on le disait, le besoin, quand on est très endetté, d'avoir des taux très bas, il a la vocation de mettre à la tête de la Réserve fédérale, donc la Banque centrale des États-Unis, quelqu'un qui soit, entre guillemets, à ses ordres, en tout cas qui ait compris sa problématique et qui l'aide à maintenir des taux très bas. Et donc ça inquiète beaucoup. L'indépendance de la Réserve fédérale et l'indépendance des banques centrales est quelque chose d'essentiel parce que ça assure justement que les gouvernements ne vont pas utiliser la création
de monnaie À tout craint. à tout craint pour régler leurs problèmes de dette. Et donc, si la Banque centrale répond aux ordres du politique, on a très peur que cette situation échappe. Et donc, on se tourne vers l'or. Est-ce que la flambée du métal jaune, est-ce que l'envolée de l'or annonce ou pas une nouvelle crise économique mondiale? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'économie mondiale quand on a un or qui a un niveau aussi haut? Alors, on doit s'inquiéter d'économies qui sont trop endettées. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la situation n'est pas désespérée. On peut la traiter dans le long terme parce que les banques centrales ont des capacités d'action. Elles ont la capacité de faire de la production monétaire, on le disait, d'une part, donc de créer de l'argent et donc de créer un peu d'inflation, ce qui leur permet de gagner un peu de temps. Et puis les États-Unis, qui sont aujourd'hui le point qui cristallise les tensions, qui fait le plus peur, ont quand même aujourd'hui un gros avantage, c'est que c'est un pays où la fiscalité, les niveaux de prélèvements fiscaux, les impôts, les taxes, sont beaucoup plus bas qu'en Europe. Et donc ça donne une capacité à l'État américain, à un moment donné, d'aller chercher auprès de ses contribuables une partie de l'argent qu'il doit pour rembourser ses dettes et que cette dette reste soutenable. Donc, il y a des motifs de s'inquiéter, mais pas de motifs de paniquer, parce que cette solution risque de trouver un dénouement sur au moins une dizaine d'années. Donc, on n'est pas dans une situation extrêmement critique à aujourd'hui. Jusque début 2024, l'or tournait en gros autour des $2000 l'once. Et puis ensuite, le métal jaune s'est envolé de façon vertigineuse, quasiment parabolique, autour des $5000. Est-ce que c'est pas monté trop rapidement? Est-ce que c'est pas le signe d'une forme d'emballement collectif? Alors, je ne dirais pas que c'est le signe d'un emballement collectif, mais il faut avoir en tête une chose, David, c'est que quand vous êtes un investisseur financier, vous avez différents produits dans lesquels vous pouvez investir. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter donc c'est une part du capital des entreprises, des obligations, une part de l'endettement des entreprises, vous leur prêtez de l'argent, ou vous pouvez acheter des matières premières et notamment de l'or. Il faut savoir que la taille du marché de l'or est beaucoup, beaucoup plus petite que la taille du marché des actions et des obligations. Et donc, si vous avez un tout petit peu de cette perte de confiance qu'on évoquait, qui pousse des investisseurs qui avaient de l'argent sur les actions et les obligations à passer une partie de cet argent sur le marché de l'or, même si c'est une toute petite partie du marché des actions et des obligations, ça fait tout de suite un gros montant sur le marché de l'or. Je vais vous donner un chiffrage qui a été fait par une banque américaine qui estime qu'aujourd'hui, si vous avez 1% de l'ensemble des encours qui sont positionnés sur les actions et les obligations qui passent sur le marché de l'or, ça pourrait faire monter le marché de l'or de 140%. Et alors on pourrait se dire, oui, mais si les investisseurs ont déjà beaucoup d'or, finalement, ça n'a pas vraiment de raison d'arriver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime que chez les investisseurs particuliers, l'investissement dans l'or représente au maximum 0,5% de la totalité de leur portefeuille. Et chez les investisseurs professionnels, c'est à peu près 2,5%. Et une quarantaine de pourcents de ces investisseurs professionnels déclarent ne pas avoir du tout d'exposition à l'or. Donc il y a encore beaucoup de marge. Donc c'est un marché qui est, par contre, il faut bien avoir en tête, c'est un marché qui aujourd'hui donc est poussé à la hausse par ce flux, cette réallocation des marchés actions-obligations vers le marché de l'or. Et un marché de flux, c'est un marché qui est beaucoup plus volatile, qui peut être beaucoup plus mobile. Oui. D'ailleurs, l'or qui a connu quand même en ce début d'année un mini crack, en baissant de quasiment 15% en quelques heures, ça prouve aussi qu'il y a la spéculation autour de l'or. Alors oui, en même temps, et vous le disiez, on était monté très vite à cause de ce mouvement de réallocation. On est en début d'année. En début d'année, c'est le moment où les gens repositionnent leur portefeuille. Donc on avait eu juste avant une montée de plus de 25% du cours de l'or depuis le 1er janvier. Donc quand ce mini crack est arrivé, eh bien, l'or était déjà en hausse de 25%. Donc, même après ce mini-crack de 15%, l'or était toujours en hausse sur l'année 2026. Donc, il faut relativiser. C'est là que je voulais en venir. C'est que quand vous avez un mouvement qui est induit par des flux, si vous avez une nouvelle macroéconomique de nature rassurante, ce qui s'est passé, en fait, au moment de ce mini-crack, en fait, Donald Trump a annoncé la nomination à la tête de la Banque centrale américaine de quelqu'un qui est considéré comme plutôt modéré, comme plutôt raisonnable, donc pas forcément allant dans le sens de vouloir baisser à tout prix les taux d'intérêt aux États-Unis, eh bien, ça a rassuré les marchés, donc ça a interrompu pendant un moment cette réallocation des marchés actions et obligations vers l'or, voire ça l'a même temporairement inversé. Et c'est ça qui a expliqué la baisse. Et puis finalement, on se rend compte malgré tout que les problèmes restent entiers, le problème de la dette notamment est toujours là, et donc l'or a repris sa marche en avant, et nous on considère que la marche en avant de l'or devrait continuer tant que ce problème de l'endettement ne sera pas résolu d'une façon ou d'une autre. Allez, merci pour ces explications. Benjamin Louvet, donc directeur des gestions matières premières chez OFI Invest AM. Merci à vous. Merci David.
Alors justement, comment se manifeste cette ruée vers l'or sur le terrain, dans les magasins et comptoirs spécialisés? Reportage dans la célèbre rue Vivienne de la capitale chez Godot et Fils qui nous a ouvert ses portes, Manuel Lègre et Julien Touza. Plus de 2200 € pour seulement 30 grammes d'or. Le métal jaune atteint des sommets historiques. Résultat, les boutiques spécialisées ne désemplissent pas. Ici, on pèse, on teste, on authentifie et parfois on surprend. Alors, les pièces de 20 francs or, on sera acheteur aujourd'hui à 770 € bruts par pièce. Ça me paraît pour ça, là. C'est beaucoup ou pas? C'est énorme. J'aurais dû dire moins alors. Pour fixer le prix, rien n'est laissé au hasard. Chaque bijou passe d'abord par une série de vérifications. Démonstration avec cette montre. Pour vérifier les bijoux, on va s'aider du spectromètre, qui est une machine qui fonctionne à l'aide d'un rayon X et qui va permettre de déterminer de manière extrêmement précise le titre en or, le pourcentage en or du bijou. On a 17,7 carats, on est sur un bijou en 18 carats. La technologie confirme la pureté du métal, mais ce n'est pas tout. On va avoir ce que l'on appelle des poinçons. Ce sont des petits signes qui sont extrêmement petits. On est bien sur une montre à 75% en or. Et avec l'or qui grimpe, certains redécouvrent ce qu'ils avaient au fond d'un tiroir. Le premier changement fondamental, c'est le nombre de personnes qui passent la porte de Godot et Fils. On a beaucoup plus de personnes depuis environ septembre 2025 et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'été 2025, on était aux alentours de 90 000 € le kilo. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 135 000 € le kilo. Mais il n'y a pas que le coût de l'or qui explique cette affluence. Inflation, instabilité. Beaucoup cherchent à sécuriser leur épargne. En refuge, surtout en ce moment. C'est toujours monnayable. Ça fait 5000 ans que ça doit être monnayable, je pense. Donc, ça part pas en fumée comme peuvent éventuellement partir d'autres placements ou d'autres choses comme ça, bien entendu. L'or, c'est un produit qui est populaire, qui n'est pas réservé à une certaine classe sociale. On a des personnes qui viennent acheter pour 500 €, 1000 € en or, et on a des transactions qui vont jusqu'à 1 million d'euros pour des plus gros portefeuilles. L'objectif, effectivement, des clients, ce n'est pas tant de gagner de l'argent, mais c'est de préserver son patrimoine. Vraiment, ce que nous disent les clients, c'est qu'ils ont peur à la fois d'une crise bancaire, d'une crise économique, d'une crise de l'euro. Et donc l'objectif, ça va être de débancariser, donc sortir son épargne de la banque pour acheter de l'or physique. Aujourd'hui, les ménages français détiendraient entre 3000 et 3500 tonnes d'or sous forme de bijoux, de pièces et de lingots. Cet engouement des particuliers pour l'or qui atteint donc un niveau inédit. Alexis Monceau, bonjour. Bonjour. C'est le directeur général de Godot et Fils. On l'a vu dans le reportage, il y a plus de monde que d'habitude dans vos agences. On fait évidemment une corrélation avec le cours de l'or, bien sûr. Mais ça a commencé quand, cet afflux de clients? Est-ce qu'on peut le dater et le quantifier? Oui, on peut. Je dirais que ça a commencé à partir du Covid. Depuis 2020, on a vu un engouement sur le métal physique de plus en plus. Alors, on était à distance lorsqu'on faisait des ventes très conséquente depuis le Covid, puisqu'on pouvait pas effectivement livrer en physique, mais déjà là, les clients s'intéressaient à ce métal. Et depuis, avec les différentes guerres ou l'instabilité géopolitique, il y a eu l'Ukraine, il y a eu le Moyen-Orient. À chaque guerre, vous avez, ou Trump récemment avec les tarifs qu'il a imposés, vous avez un engouement sur le métal précieux. Avec une accélération de la clientèle, de l'afflux de clientèle. Exactement. En 2025. Forte augmentation en 2025. Je pense qu'on est, selon les agences, entre 30 et 50% de plus d'augmentation du flux de clients, qui suit d'ailleurs aussi finalement le cours de l'or qui s'est envolé en 2025. Ça vous a vous-même un peu pris par surprise aussi? Oui, on a été surpris de l'engouement, surpris de l'intensité des cours qui n'a cessé d'augmenter avec forcément ce flux physique, donc surpris par le flux physique et le cours qui ne cesse d'augmenter. Comment vous faites face à cette flambée de la demande de métal jaune? Est-ce vous avez assez de stock? Vous êtes en rupture de stock Alors c'est très intéressant. On a des ruptures temporaires, ou en tout cas on a
les délais de livraison sont agrandis largement. Quand parfois sur l'argent notamment, on passait à 2 semaines, on était à 2 semaines de production. Aujourd'hui, parfois, ça prend 2 mois, 2 mois et demi, tellement il y a une demande importante. Et sur l'or, quand ça prenait quelques jours, ça prend aujourd'hui 15 jours. Donc, il faut sécuriser auprès de nos partenaires en Suisse des volumes minimum, donc pour pouvoir assurer ensuite les livraisons auprès de nos particuliers. Mais c'est un enjeu pour les plus petits acteurs en France. Il y a une pression, de sécuriser. il y a une pression sur vos stocks d'or en fait. Exactement. Alors côté acheteur, la nouveauté, c'est le profil qui manifestement a changé. Il y aurait un rajeunissement de la clientèle. Alors on l'a pas bien vu dans le reportage, mais c'est une réalité ça? C'est une réalité. Vous avez année après année des nouveaux, des primo-accédants qui s'intéressent à l'or et de plus en plus jeunes. On parle beaucoup de la crypto, mais même ceux qui s'intéressaient à la crypto regardent finalement un actif tangible qui, à travers La les crypto, décennies, c'est le Bitcoin. le Bitcoin, pardon, les crypto-monnaies. Eux-mêmes, donc voilà, s'orientent maintenant vers un actif plus tangible. Et donc, je disais que les moyennes d'âge, quand elle était il y a 10 ans, autour de 50 ans, 50-60 ans, aujourd'hui, vous en avez à 40 ans, 35, 40 ans, qui commencent pour assurer justement l'avenir parfois de leurs enfants, payer les études dans 15-20 ans, se disent que le métal physique sera un atout majeur. Rajeunissement de la clientèle, mais également clientèle plus modeste. Il y a une forme de démocratisation de l'or? Oui, de plus en plus. On n'est pas les seuls, mais on a beaucoup, il y a un travail de pédagogie là-dessus sur l'intérêt de l'or lorsque vous l'achetez, mais lorsque vous le vendez. Aujourd'hui, tous ceux qui ont de l'or pour financer des projets, que ce soit On va en parler, ouais. voilà, pour financer X ou Y projet de rénovation de maison, de financement des études, acheter une voiture ou le pouvoir d'achat tout simplement. On voit que quand on a de l'or à la maison, Ça tôt ou rassure. tard, ça rassure et on en À tort paye ou à les raison, fruits. ça rassure. Exactement. Les montants moyens investis, ça se démocratise ou pas, là aussi? Là aussi, vous avez les poignées moyens Ah oui? Combien? qui, en ce moment, on est autour de 3-4 000 euros. Ça peut paraître beaucoup pour... ce sont des paniers moyens, bien évidemment, ça va très vite. Faut savoir pour faire un comparatif, quand j'ai commencé en 2011, un louis d'or, ça valait 200 euros. 220 euros. Aujourd'hui, ça en vaut 800. Donc forcément, dès que vous voulez acheter un lingot, un Napoléon par exemple, c'est minimum 800 euros aujourd'hui. Donc ça va très vite. Les paniers moyens pour ceux qui avaient un patrimoine à investir ont augmenté, mais on vend quasiment plus de lingots. Ah oui, Quand on dit lingot, c'est 1 kilo. On n'en vend plus parce que vous vous retrouvez avec des quantités de toute façon à l'achat trop importantes, mais aussi à la revente. On pense achat, mais lorsque vous avez acheté il y a 10 ans, votre lingot valait 30 000 euros ou 35 000 euros. Aujourd'hui, il en vaut 140. Forcément, vous avez peut-être pas besoin de 140 000 euros aujourd'hui. Donc, on achète 10 fois 100 grammes, 20 fois 50 grammes. Celui qui veut quand même acheter 1 kilo d'or, il l'achète dans des 100 plus grammes, petits... mais sous quelle forme? 100 grammes sous forme, ce qu'on appelle des lingotins. Ah, Donc, des c'est la même mini-lingots. forme, C'est des mini-lingots. Ouais. C'est la même forme que le lingot, mais plus petit. C'est un rectangle qui est de plus en plus petit pour... Bah oui. ça oui. passe, voilà. Et c'est comme ça. C'est ça qui marche bien. On parle des acheteurs, mais il y a aussi les vendeurs. Il y a aussi plus de monde qui vient vendre aussi, j'imagine. Les profils, ils ont changé. Oui, de plus en plus. Alors les profils évoluent. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des clients qui profitent. Vous avez deux typologies de clients. Ceux qui profitent du cours, qui se disent bon, c'est tellement haut que c'est le moment pour moi de vendre, financer ou de mettre de côté pour un projet futur. Ou des gens qui ont peut-être des besoins d'argent, tout simplement, avec des fins de mois qui sont difficiles. Le pouvoir d'achat là-dessus, les gens sont, et c'est agréable d'ailleurs, cette partie-là, sont très vite surpris. On apporte quelques petits objets et très vite on repart avec des chèques assez conséquents. Donc c'est ce qu'on constate sur tout ce qui est bijoux qu'on porte plus, les fonds de tiroir un petit peu. Ça va très vite aujourd'hui avec le cours de l'or. Donc ça, c'est une typologie de clients qu'on voit de plus en plus. Il y a de la fiscalité, évidemment. Sur l'or, comment ça se passe? On paye des impôts quand on vend, évidemment. Quand vous revendez, la fiscalité, elle est uniquement sur les pièces ou les lingots. Si vous vendez des bijoux en or, vous n'avez pas de fiscalité particulière. Sur les pièces et lingots, la fiscalité en France, ou lingotins, effectivement, la fiscalité, elle est à 11,5% du montant. Sur le prix de vente. Sur le prix de vente. Ouais.
Donc voilà, si vous vendez pour 100 000 euros, vous payez 11 500 euros au Trésor public. Et ça fonctionne si vous n'avez pas de facture. Ça existe encore beaucoup dans le patrimoine français. Vous n'avez pas forcément de facture. Quand vous achetez, vous êtes un investisseur. Si vous avez acheté de l'or et que vous le revendez, là, vous êtes taxé uniquement sur la plus-value. Si vous faites une plus-value, vous serez taxé uniquement sur la plus-value. Avec des abattements, non, aussi? Vous avez un abattement. Un peu comme dans l'immobilier pour voilà, les résidences exactement. secondaires. C'est donc à partir de la 3e année de détention, vous avez un abattement, c'est 5% par an. Ouais. Donc vous arrivez à 0% au bout de 22 ans. C'est un donc si on garde son or 22 ans, 22 ans, et qu'on a une preuve d'achat, et que vous avez une preuve d'achat, vous serez à 0% de plus-value. Allez, merci beaucoup. Voilà. Explication signée Alexis Manceau, directeur général de Godot et Fils. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Émission tournée depuis le bivouac de L'Oréal France. Pourvu que ça dure, c'est aussi du replay sur publicsénat.fr. À très vite. C'était Pourvu que ça dure avec le groupe Caisse des dépôts. Engagé au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et contribuer à une vie meilleure pour toutes et tous.